Donc, au nom du conseil d'administration de Pax Christi Montréal, Antenne de paix, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation à participer à cette soirée et conférence échange. Et vous savez, les conditions climatiques ne sont pas clémentes, mais vous avez bravé la glace cette fois-ci pour vous présenter. Donc, merci infiniment pour ça. Et nous sommes un organisme, ou mieux, un des organismes qui ont la particularité de se présenter sous deux noms. Antenne de paix, d'une part, Pax Christi Montréal, de l'autre. Et nous portons le nom de Pax Christi Montréal parce que nous sommes membres de Pax Christi International. C'est le mouvement catholique international pour la paix. Et le nom Pax Christi Montréal est un des privilèges ostensibles d'appartenance à ce réseau mondial, Pax Christi International. Pour rappel, la mission de Pax Christi Montréal est de contribuer avec d'autres organismes ou d'autres individus aussi à promouvoir la culture de la paix et la non-violence par des activités d'éducation et de sensibilisation qui favorisent le vivre ensemble dans le respect de la diversité. L'événement qui nous rassemble ce soir est organisé dans le cadre de la Semaine de la paix que Pax Christi Montréal ou Antenne de paix organise. Alors, la Semaine de la paix, c'est une tradition qui est ancrée dans le réseau Pax Christi International. Le principe est simple. Il s'agit d'une semaine au cours de laquelle on essaie de rassembler symboliquement diverses activités autour d'un même thème. Et ça peut se passer dans différentes places, dans différentes villes, différentes régions. Et dans notre cas, on a déjà eu ce lundi une activité au Centrafrica. On avait un film qu'on avait projeté. Après ça, on a eu des échanges avec les participants. Ça, c'est la deuxième activité, l'une des grandes activités. Demain, nous serons à Gatineau et vendredi, on sera au Carrefour Foi et Spiritualité. Et on va déborder la semaine parce qu'on va être aussi à l'Université Laval à Québec. Mais ça rentre encore dans la semaine. On peut forcer les choses, hein, comme vous remarquez. Alors, Pax Christi Montréal n'aurait su faire de la conférence de ce soir une réalité sans votre présence. C'est pour ça que je vous ai remercié au début. Mais aussi, nous voulons souligner le concours substantiel et très apprécié du Centre Justice et Foi, représenté d'ailleurs ici par certains des employés. Et je remercie particulièrement la directrice Elisabeth, qui est parmi nous. Et je remercie aussi l'Entraide missionnaire, un autre organisme qui collabore avec nous, et représenté ici par Molly Kane, qui est au panel. Et naturellement, nous remercions également Madame Petronille Vaweka, notre personne ressource, qui a accepté de suspendre ses nombreuses occupations, activités, et pour nous honorer, non seulement par sa présence, mais aussi pour nous... Elle a accepté de nous édifier par sa sagesse. Et vous l'entendrez par vous-même. Et elle nous vient directement de la RDC, la République démocratique du Congo. Et vous allez sûrement vous demander pourquoi nous avons choisi de mettre la RDC, la République démocratique du Congo, au centre de notre réflexion cette année, dans le cadre de la Semaine de la paix. Alors, je me suis dit, mais quand on dit RDC, qu'est-ce qu'on entend souvent? Beaucoup de gens vont vous dire un pays carrefour pour le transit continental. Oui, c'est vrai, situé quand même en plein cœur de l'Afrique. C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique. Ouais, on est dévancé par l'Algérie, c'est quoi l'autre déjà? Le Nigeria. Ouais. Et pour ne citer que ces deux-là, c'est aussi le pays francophone le plus peuplé. On l'appelle des fois Congo-Kinshasa pour faire la différence avec Congo-Brazzaville, qui est l'autre république, qui s'appelle République du Congo. Mais c'est un pays d'une très grande superficie, ça c'est sûr, environ 80 fois plus grand que la Belgique, ça tout Congolais le sait. On dit aussi c'est au moins 4 fois plus grand que la France
Alors, parlons avec le Québec. C'est environ 2 fois plus grand que le Québec. Et c'est le 1/5 des États-Unis. Alors, ça vous donne un peu une idée. Un autre terme qu'on associe à la République démocratique du Congo, on dit que c'est un scandale géologique. Là, on fait allusion à ces sous-sols, et pas seulement le sous-sol, mais le sol, le sous-sol, tout ce qu'il y a dedans et dessus. Mais avant ce soir, je me suis dit, je vais regarder ce qu'on dit de la RDC au niveau du gouvernement du Canada, là, le ministère des Affaires étrangères, qu'on appelle actuellement les Affaires mondiales, je pense. Et j'étais surpris, pas plus que certaines personnes, mais moi j'étais surpris de voir République démocratique du Congo éviter tout voyage non essentiel. Il y a une phrase qui explique encore un peu plus là. Donc, Affaires mondiales Canada recommande d'éviter tout voyage non essentiel à RDC, etc. Et c'est en rouge, hein. Et ça ne suffisait pas. Plus bas, ça dit région de l'Est, du Nord et du Nord-Est de la RDC. Éviter tout voyage, tout simplement. Donc là, après avoir décrit cet endroit paradisiaque, là, je sais pas, le plus grand pays de je sais pas quelle région, et tout d'un coup, le Canada nous dit d'éviter d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce n'est pas un secret, vous le savez, qu'on dit toujours qu'il y a un drame humanitaire qui se passe en RDC. Alors vous comprenez pourquoi nous avons choisi de mettre la RDC sous les projecteurs cette année. Et vous comprendrez par vous-même pourquoi le gouvernement avertit le Canadien quand ils veulent y aller. Et sans brûler les punchs, comme on dit, je vais vous laisser le découvrir peut-être dans les présentations des non fantastiques panélistes ce soir. Et sur ce, je laisse la parole à Molly Kane qui présentera les panélistes et qui assurera la modération du restant de la soirée. Je vous remercie. Merci Ferdinand et merci tout le monde d'être venu. Comme Ferdinand l'a bien dit, je ne suis pas ici pour parler de la République du Congo, mais comme vous, d'écouter et d'apprendre, c'est un grand intérêt. Mais je suis ici pour animer et pour présenter nos conférencières. Alors, ce que nous proposons ce soir, c'est d'avoir 2 présentations. Ensuite, on va prendre une petite pause et revenir en plénière pour vos questions, commentaires. Je sais aussi qu'il y a des personnes dans la salle qui connaissent très bien aussi la situation au Congo. Donc, on vous encourage à partager vos perspectives aussi et vos questions. Et nous allons terminer à 21h30 ce soir. Merci d'être venu malgré la glace aussi. On a beaucoup d'histoires dans la salle des chutes actuellement. Alors, nous allons commencer avec notre invitée du Congo, Madame Petronille Waweka-Rutaya, qui est arrivée pour la première fois à Montréal samedi. Donc, elle est en train aussi de s'ajuster à l'heure et température. Et donc, on vous souhaite un accueil chaleureux chez nous. Et elle est une experte en gestion de conflits à la Coordination nationale de stabilisation et reconstruction, qui est connue par le nom STAREC. Au Congo. Mais elle a une longue histoire de militance pour la paix et pour les questions de l'environnement, les questions des droits de la personne. Elle était l'initiatrice d'une ONG Fondation pour la paix durable, convertie en Femme pour la paix durable et l'environnement, présidente de l'Assemblée spéciale intérimaire du district Ituri, puis députée nationale de la transition. Elle a négocié la cessation des hostilités, créé la légitimation et l'appropriation locale et nationale de l'opération Artemis. Elle a préparé et conduit le processus de désarmement de groupes armés et communautés, y compris les initiatives des négociations directes avec les chefs de guerre, dont certaines ont conduit à la libération des soldats onusiens et certains membres du personnel de l'administration publique, otages des groupes armés.
Elle a été membre du Comité des femmes de l'Union africaine de 2004 à 2010 et elle est membre du comité de suivi des accords de Goma, désarmement des groupes armés du Nord et Sud Kivu. Elle intervient en qualité de personne ressource dans différentes formes multilatéraux sur le maintien de la paix. Et bien sûr, ce soir, elle va nous aider à mieux comprendre les enjeux actuels au pays. Et ensuite, nous allons passer à Denis Touga, qui est une grande amie de plusieurs personnes ici et collègue, camarade depuis longtemps, qui a travaillé 24 ans à l'entraide missionnaire, justement sur la question des Grands Lacs africains, où il était coordonnateur d'une table de concertation sur les Grands Lacs africains, aussi dans le Forum Afrique-Canada et d'autres instances, dernièrement plus particulièrement sur la question d'extractivisme. Et lui, il va parler davantage sur les liens entre le Canada et les aspects internationaux, pour nous aider aussi à faire ces liens. Alors, pour commencer, je vous donne la parole, madame. Est-ce que c'est tout clair? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je crois que j'ai été suffisamment présentée et je remercie Monique pour cela. Donc, nous allons parler sur la médiation, démocratie, une voie pour la paix, le cas de la République démocratique du Congo. Notre présentation ça comporte la RDC sur la carte. Je ne sais pas si Ferdinand peut lancer. C'est déjà fait. Donc vous voyez comment la RDC est bien ancrée dans la carte de l'Afrique. Mobutu disait que l'Afrique c'est comme un revolver et la gâchette se trouve à la République démocratique du Congo. Ensuite, nous allons cheminer dans le long tunnel de la transition en République démocratique du Congo. Nous allons passer en revue quelques accords et leurs résultats sur la vie politique, sociale, économique de la population. Je vais vous parler un peu des négociations en cours et nous allons terminer par l'expérience que j'ai eue dans la médiation à Ituri, une province tumultueuse dans l'est de la République démocratique du Congo, qu'on vous conseille de ne pas y aller. Bon, je vais commencer par la présentation de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un géant des pays d'Afrique des Grands Lacs. Comme vous le voyez, est habité par environ 80 millions d'habitants, des ethnies diversifiées, on parle de 450. Donc quand on vous parle de conflit, vous voyez ce que ça représente. Étalé sur 2 345 410 km². Donc c'est un grand pays. Un pays confronté à des conflits divers au cours des dernières décennies dus à la politisation de l'identité, de la citoyenneté, de l'accès à la terre, aux ressources naturelles, aux opportunités économiques et au pouvoir politique. Ces conflits ont créé un climat propice à la manipulation de la population et à la mobilisation négative de certains courants politiques. Au cours de son histoire, la République démocratique du Congo a toujours été un terrain de convoitise à cause de la richesse de son sol et des sous-sols, à minéraux rares et précieux, encore intacts ou mal exploités. Nous citerons entre autres le diamant, l'or, le cuivre, l'étain, le charbon, le fer, le manganèse, le niobium, le colombo-tantalite, le cobalt, l'uranium, le germanium, gaz méthane, pétrole, le colta et beaucoup d'autres. Sans oublier l'eau pour l'énergie électrique, les terres arables et la forêt qui couvre la moitié de sa superficie. Le tout constitue le drame de la République démocratique du Congo. Depuis sa découverte en 1482 par les navigateurs portugais, des traités sont signés pour l'occupation des terres. La porte a été ainsi grandement ouverte pour des trafiquants de tous bords et marchands d'esclaves.
En 1885, les chefs d'État européens se partagent le Congo comme un gâteau d'anniversaire à la conférence de Berlin. Il s'ensuit le travail forcé, les mutilations employées comme méthode de répression dans les mines, les exploitations de caoutchouc, la construction du chemin de fer et de routes. Le 30 juin 1960, Lumumba devient Premier ministre et son rival, vous voyez déjà que le conflit commence, et son rival Joseph Kasavubu président. Le nouvel État congolais sombre dans l'anarchie et ses populations sont très divisées. Le Canada a joué un rôle dans l'histoire du Congo, déjà à cette époque. Enfant, en 1964, j'ai vu les soldats canadiens perquisitionner notre maison. Ça ne m'avait pas plu, certainement. Il faisait partie de la première mission de maintien de la paix des Nations Unies. Le président Mobutu intervient avec une dictature en 1965, rebaptise le Congo Zaïre et Kinshasa la capitale, qui était Léopoldville à l'époque coloniale. Tous les prénoms chrétiens ou étrangers sont remplacés par des noms authentiques. C'est de là que vient mon nom Rutaya. Parce que je m'appelais Vaweka Petronil, mais avec Mobutu, il fallait enlever le nom chrétien. Alors mon père m'a donné un autre nom authentique, Rutaya. Et plus tard, quand Mobutu n'était pas là, j'ai récupéré Petronil, évidemment. Les entreprises nationalisées et l'économie s'effondrent. En 1994, le génocide du Rwanda bouleverse toutes les prévisions. Des groupes armés de toutes les origines venant des pays limitrophes, attirés par les richesses surtout minières, étendent la guerre sur l'ensemble de la région. Cette guerre des Grands Lacs va causer près de 4 millions de morts à 10 ans, près de 10 millions à ce jour. Pour la plupart des civils obligés de fuir leur village, victimes de tueries, maladies, malnutrition, etc. 1996. Laurent Désiré Kabila arrive avec une guerre de libération. Les implications régionales ont été les catalyseurs des facteurs de conflits latents durant des décennies du gouvernement Mobutu. Les causes des conflits lointains qui trouvent leur source dans l'époque coloniale à travers les systèmes de division ethnique en vue de l'exploitation économique et la gestion de la terre ressurgissent. Ainsi, les conflits générés par l'indépendance du Congo, à savoir une combinaison de facteurs politiques, régionaux, socioculturels, socio-économiques, sont montés en puissance. 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné et Joseph Kabila devient président de la République. Donc voilà, je vous ai brossé, je n'ai pas été dans les détails, mais c'est les grandes lignes, comment la République du Congo a commencé et où nous sommes jusqu'à ce jour. Je vais vous parler maintenant de la transition à République démocratique du Congo qui a commencé en 1990 jusqu'en 2006. La transition à République démocratique du Congo est un passage d'un ordre dictatorial vers un ordre démocratique. Cette marche pénible, parsemée de concertations politiques, de violences tant politiques et sociales et de guerres, génère une situation très complexe avec des conséquences néfastes sur la paix sociale, la sécurité des personnes et de leurs biens, la stabilité des institutions, l'intégrité du territoire et la qualité de la vie des populations. Pareille situation favorise toujours la prédation de l'État au niveau national et local. Le contrôle territorial devient quasiment impossible et permet à ceux qui ont une parcelle de pouvoir ou de moyens financiers à s'accaparer des richesses nationales et à faire des échanges illicites avec des négociants internationaux. Et même il y a les grandes firmes canadiennes qui sont dans cette affaire-là. Dans ce contexte, l'économie du Congo s'effondre et la population croupit dans la misère noire. Malheureusement, les Congolais se déchargent de toute responsabilité et comptent plus sur la communauté internationale. Cette longue transition a connu la gouvernance de 3 chefs d'État. D'abord la dictature de Mobutu Sese Seko, la guerre de libération suivie de la balkanisation du pays sur Laurent Désiré Kabila, et en dernier lieu la réconciliation nationale et renaissance de l'État sous Joseph Kabila.
La dictature de Mobutu a duré 32 ans. Mais après 25 ans de pouvoir absolu, le président Mobutu n'était plus rassuré après la fin de la guerre froide en Occident. Il initia les consultations populaires à travers tout le pays afin de recueillir les avis du peuple sur le fonctionnement des institutions, la qualité, le profil et la moralité des cadres de son gouvernement et surtout les abus de l'autorité et la violation des droits humains. Un mémorandum lui adressé par la conférence épiscopale du Zaïre, RDC aujourd'hui, concernant les critiques du peuple, relevait les failles de son régime en proposant des pistes de solutions. Bon joueur, Mobutu prononça un discours annonçant des mesures de réforme politique. Pour le pouvoir du président Mobutu, la démocratie n'était pas un droit inaliénable du peuple, mais une liberté de son régime politique. Un processus qui permettrait un passage d'un ordre autocratique à un ordre pluraliste. Il pensait de cette façon opérer un changement de régime et indiquer ainsi la crise de légitimité politique. Quant aux leaders de l'opposition, la transition devait s'opérer par une rupture totale. Bref, une révolution qui chasserait la dictature en faveur d'un ordre démocratique. La vision opposée, donc vous voyez toujours, il y a des visions opposées, des acteurs en présence du processus de transition étaient basés au départ sur un malentendu. Deux camps se sont érigés. D'une part, la mouvance présidentielle composée de la famille politique du président, Mobutu, le MPR, donc Mouvement populaire de la Révolution, et les partis satellites financés entretenus par le président. Leur mission consistait d'empêcher la marche vers la démocratie. D'autre part, les partis de l'opposition perçus comme force du changement, composés d'associations de la société civile appelées l'Union de l'opposition, et de l'USORA, l'Union sacrée de l'opposition radicale. Donc vous voyez déjà qu'à ce moment, il y avait un mouvement contradictoire qui s'élevait dans la population. Il est à noter que pendant cette période, certains leaders politiques se sont distingués par l'inconstance et le vagabondage politique qui durent jusqu'à ce jour. Donc, on change de parti politique, on est dans l'opposition, on est dans la mouvance présidentielle ou vice-versa. Donc, on peut changer. Et vous voyez qu'avec cette façon de faire, le combat du peuple est toujours trahi par cette recherche de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. Nous allons survoler la guerre de libération qui a commencé en 1996 jusqu'en 1997. Et là, c'est sous le président Laurent Désiré Kabila. Bien accueilli par le peuple congolais qui espérait la poursuite du processus de démocratisation par l'Alliance des forces de libération du Congo, AFDEL, composée de forces rebelles congolaises, des troupes régulières du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Suite à un désaccord avec les alliés de l'Alliance des forces de libération, une nouvelle guerre les opposera et le régime de Laurent Désiré Kabila sera aidé par de nouveaux alliés. Ça ne fait que changer. Principalement par l'Angola et le Zimbabwe. Plusieurs accords sécuritaires suivront pour des garanties politiques. Des personnalités rwandaises sont recommandées par le Rwanda et nommées par Kabila à des postes de responsabilité très élevés. À la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, le pays fut placé sous un régime militaire. La constitution abolie et remplacée par un décret autocratique et les activités des partis politiques étaient interdites. Seule l'AFDEL, donc l'Alliance des forces de libération du Congo, avait le droit de fonctionner. L'AFDEL devint un parti unique, dictatorial et agressif. Seuls les partisans du pouvoir et membres des partis jouissaient d'une certaine liberté. Le peuple perçut ce parti comme une aliénation de la souveraineté de l'État, étant donné que les fondateurs étaient des Congolais et des étrangers, propriétaires de plusieurs biens, intéressés particulièrement par les ressources naturelles et minières. Leur comportement arrogant, agressif et prédateur réveillait les mauvais souvenirs de la colonisation.
Il est à noter que la République démocratique du Congo et tous les pays impliqués dans la guerre du Congo étaient tous membres de la même organisation régionale, la SADC, South Africa Development Community, qui ont signé des accords, entre autres, l'engagement de non-agression et respect des frontières. Les agresseurs, aussi bien que les forces loyalistes, voulaient avoir leur part du gâteau à l'image des pays occidentaux lors de la conférence de Berlin. Par conséquent, de 1998 à 2002, le pays a été partagé entre le gouvernement de Kinshasa, le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et la RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie, qui avait aussi deux chefs, l'un rwandais et l'autre congolais. Évidemment, la prolifération des armes de petit calibre a conduit à l'exacerbation des conflits identitaires, ethniques et fonciers. Plusieurs millions de personnes sont mortes, déplacées et réfugiées. Les pillages de ressources naturelles ont servi à l'effort de guerre. Donc, pour pouvoir acheter les armes, on exploitait les ressources. Et là, il y a plusieurs firmes de pays occidentaux qui ont participé à ce pillage. Dans les territoires occupés, les forces rebelles se sont distinguées par les violations massives des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité, n'étaient pas des modèles de bonne gouvernance, d'un état de droit et de respect d'une pratique démocratique. Tous ces chaos conduisent à l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. La guerre d'occupation de 1998 à 2002 réunit de nombreux belligérants à cause de la nature ouverte de cette guerre. Les alliances et scissions, suite à des intérêts contradictoires et divergents, ont déclenché une tension persistante en République démocratique du Congo. Cette guerre n'avait pas de grandes batailles, des lignes de front clairement définies. Ces groupes armés provenaient de troupes militaires peu organisées, peu entraînées et très indisciplinées, causant de graves violations des droits humains et des crimes de guerre. Les factions dans les conflits du Congo étaient composées de forces Tutsi, armée nationale du Rwanda et du Burundi, réunies dans le Rassemblement congolais pour la démocratie. Une aile dirigée par un Congolais, donc il y avait deux RCD. Une aile était dirigée par un Congolais, mais l'autre par un Rwandais du Congo. Il y avait les forces Hutu dénommées FDLR, que beaucoup connaissent, Force démocratique de libération du Rwanda. Il y avait l'armée ougandaise, mais il y avait aussi le RCD, qui avait deux factions, plus le mouvement de libération du Congo. Ces forces congolaises étaient alignées sous l'Ouganda. Donc vous voyez comment cette guerre pouvait être difficilement maîtrisable. Mais du côté de Kinshasa, ils avaient aussi des alliés. Et ces alliés étaient des pays d'Angola, Zimbabwe, Namibie, Tchad, Libye et Soudan. C'est ainsi que cette guerre du Congo a été qualifiée de première guerre régionale en Afrique centrale. Pour y mettre fin, un accord fut signé à Lusaka par les 6 pays belligérants, dans lequel il était stipulé qu'il fallait organiser des négociations politiques intercongolaises pour aboutir à un nouvel ordre politique. Malgré la fin officielle des hostilités, des combats ne se sont pas arrêtés. Il y a eu d'autres accords à Lusaka, spécialement dont un, je vous en parlerai plus tard parce que j'ai été mêlé. Après de longues et pénibles tractations, un accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo a été signé à Pretoria pour mettre fin aux hostilités, fixer les objectifs, les principes, la durée, les institutions de la transition et la répartition des responsabilités entre le gouvernement, le mouvement rebelle, l'opposition politique et la société civile, afin de favoriser la réconciliation nationale et la paix. Je vous ai brossé comment il y avait tous les problèmes. Mais maintenant, nous allons vous présenter comment il y a eu des médiations pour que toutes ces différentes factions, toutes ces différentes personnes, ces différents groupes, on devait arriver à ce que
y ait quand même un ordre politique, parce que ce chaos ne permettait pas qu'il y ait un gouvernement congolais. Nous n'avons aucun souvenir d'une médiation effectuée pendant l'époque coloniale. En tout cas, je ne me suis pas rappelé. S'il y a quelqu'un qui a pu détecter cela, il pourra nous en parler pendant les discussions. L'époque coloniale, c'était un régime dictatorial qui régnait par la terreur, et toute revendication était matée par la force et dans le sang. Dans la tradition africaine et congolaise, les différends étaient souvent rares, car même au stade primaire, les conflits étaient évités d'une manière préventive par des alliances et connaissaient toujours un règlement par la médiation. Même à l'époque de guerres tribales, souvent de courte durée, le respect des vies humaines obligeait les antagonistes à rechercher la paix quand il y avait une importante perte en vies humaines. Négociation et médiation pouvaient durer à condition qu'un accord soit trouvé. Suivait alors la phase de recherche des responsabilités qui s'est soldée par la réparation et la réconciliation. Donc c'était plus simple à cette époque-là. À ce qui concerne la République démocratique du Congo, au regard de la situation que nous venons de parcourir, les vraies négociations entre Congolais et Belges, sans médiation, ont eu lieu en vue d'arracher l'indépendance. Étant donné que pour les Belges, cette libération pouvait attendre encore quelques années, on parlait de 30 années qu'on devait encore attendre avant de donner l'indépendance aux Congolais. Pour certains, l'avènement de l'indépendance a ouvert un couloir d'accès au pouvoir et à la représentation. Le leader de diverses factions ethniques ont appréhendé le pouvoir comme une voie facile d'acquisition des richesses et des biens économiques. Sans aucun doute, nous pouvons affirmer que les alliances des partis politiques et des ethnies pour accéder aux responsabilités politiques, économiques et sociales ont abouti à des accords à travers des négociations et médiations. Ces espaces de discussion étaient en soi une pépinière de la démocratie, mais l'acte fondateur de la démocratie en République démocratique du Congo fut la conférence instituée par l'ordonnance présidentielle du 11 avril 1990. Sa mission était de discuter de toutes les questions d'intérêt national en vue de relever des options fondamentales de la Troisième République, élaborer un projet de constitution à soumettre au référendum populaire, déterminer le contenu de la loi électorale et élaborer un calendrier électoral. Cette conférence donnait au peuple zaïrois de l'époque congolais la souveraineté et l'occasion de se réconcilier avec lui-même. Cette conférence a eu deux moments forts. D'abord, les déclarations politiques qui étaient la parole donnée au peuple. Deuxièmement, il y avait les travaux en commission qui ont permis d'approfondir l'histoire nationale, de définir la nouvelle orientation de l'histoire, formuler quelques principes fondamentaux concernant la responsabilité du peuple en tant que vrai détenteur du pouvoir. Cette conférence nationale souveraine fut organisée sous l'égide du prélat catholique, dirigé par Monseigneur Laurent Mosengo comme président. Cette conférence a duré plus d'une année. Quand elle a été suspendue, la demande de sa réouverture causa la mort de plusieurs chrétiens et les résolutions de cette conférence restèrent lettres mortes. Donc tous les travaux qu'on a fait, on a produit de bonnes résolutions, mais qui n'ont jamais été appliquées. Je veux parler maintenant de la réconciliation et renaissance de l'État sous le président Joseph Kabila. Avec le président Joseph Kabila, c'est un long parcours de facilitation, de médiation et de négociation. La transition à RDC, donc à République démocratique du Congo, fut parsemée de plusieurs accords. Donc on dirait que dans notre pays, il n'y a que des accords et des accords et des accords. Mais cela permet quand même qu'il y ait des petites avancées. Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet et le 31 août 1999 n'a pas été respecté par les signataires. En titre d'exemple, l'Ouganda et le Rwanda se sont affrontés dans un combat meurtrier à Kisangani qui est
vers l'est de la République. Il a été enregistré des pertes de vies humaines et des dommages matériels considérables. Donc vous voyez la gravité. 2 pays étrangers, mais ils viennent se battre sur le sol congolais. Après plus de 2 ans, les négociations s'ouvrirent à Addis Abeba sur la facilitation de Ketumile Masire, qui s'est soldée par un accord partiel. Une autre rencontre a eu lieu à Abuja, au Nigeria, pour régler les questions restées en suspens à Addis Abeba. Il y a eu l'étape encore de Bruxelles et de Genève avant d'arriver à Sun City. Les négociations deviennent très difficiles à ce moment-là. Thabo Mbeki vint au secours du facilitateur Masire, qui a été dépassé par les enjeux du pouvoir à ce moment-là. Donc les gens ne s'entendaient pas parce que leur objectif c'était le partage du pouvoir. Et le facilitateur qu'on a envoyé a été complètement dépassé. M. Thabo Mbeki a donné 2 plans, le plan 1 et 2, mais qui furent rejetés parce qu'ils donnaient plus d'avantages au rassemblement congolais démocratique de Goma. Un autre accord fut présenté et officiellement signé le 19 avril 2002. Il y a encore eu l'accord de Pretoria qui a été conduit sur une double médiation des Nations Unies, représenté par M. Moustapha Niasse, et de l'Afrique du Sud, représenté encore par M. Thabo Mbeki. Cet accord a permis de troquer la logique de paix contre la logique de guerre. Sa faiblesse, il donnait une prime à ceux qui avaient fait la guerre. Cette fois-ci, le but de l'accord n'était pas le partage du pouvoir, mais une ouverture vers la démocratie, donc la préparation des élections générales. Quels ont été les acquis de tous ces dialogues intercongolais? Le pays a été doté d'une constitution de transition. Le pays a été doté d'une constitution de transition, la création de 5 institutions d'appui à la démocratie. Donc il y a eu la Commission électorale indépendante, il y a eu l'Observatoire national des droits de l'homme, la Haute Autorité des médias, la Commission Vérité et Réconciliation et la Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. En résumé, l'accord global et inclusif a créé un cadre qui a mis sur pied un gouvernement unifié et multipartite ainsi qu'une feuille de route pour les élections démocratiques. En effet, il y a eu 2 élections présidentielles, en 2006 et en 2011. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle transition. À la date du 11 au 13 avril 2003, au centre Caritas Congo, se sont tenues des réflexions sur le consensus de Sun City 10 ans après la signature de l'accord global et inclusif. D'éminentes personnalités de la société civile, du monde politique et scientifique y ont pris part. Une évaluation leur a permis de jeter un regard rétrospectif sur les résultats du dialogue intercongolais. Et même avec ça, les avis ont toujours été n'étaient pas unanimes. Certains ont dit que même ces accords-là n'ont rien donné. D'autres disent qu'il y a quand même eu une avancée. Pour ma part, je partage l'avis de ceux qui pensent que la faiblesse des institutions pourrait s'expliquer par un non-recyclage de l'élite. En effet, la classe politique reste la même depuis l'indépendance. Certains leaders ont été les collaborateurs de Mobutu, du président Kabila. Les compagnons de lutte de l'indépendance se retrouvent avec leurs fils aujourd'hui, petits-fils, femmes et toute la famille, ils sont toujours là, au sein des institutions. Ceci donne l'impression que les institutions appartiennent à des groupes d'individus. Cette volonté de s'accrocher au pouvoir constitue un blocage au changement pour un nouvel ordre politique et un rajeunissement du leadership. Et c'est là jusqu'à la transition en cours. Certains analystes politiques avaient prédit une transition afin d'apaiser les esprits qui s'échauffaient. Déjà à l'approche de l'échéance du mandat du président Kabila le 19 décembre 2016.
Depuis la dernière élection de 2011, l'organisation des élections sénatoriales, provinciales et locales n'avait pas eu lieu, faute de moyens financiers. La psychose créée autour des dates de 19 octobre et 19 décembre avait fait ses effets et la population ainsi que la classe politique attendaient une explosion de violence qui s'annonçait meurtrière. Le président Joseph Kabila a débuté les concertations politiques avec les forces vives du pays afin de préparer un dialogue qui devrait mettre ensemble les partis politiques de l'opposition, la majorité présidentielle et la société civile. Les débats seraient axés sur la question électorale et sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, l'opportunité d'organiser un dialogue a divisé les partis de l'opposition. Certains sont favorables, tandis que d'autres, comme le Mouvement de libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise et d'autres partis de l'opposition, considèrent que ce dialogue est une stratégie du pouvoir pour prolonger le mandat du gouvernement. Pourtant, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, avait en son temps exigé la tenue d'un dialogue. Cela depuis qu'il avait rejeté les résultats des élections présidentielles et législatives de 2011. Depuis ces élections, pour certains entachées d'irrégularités, conduisit le pays dans une crise politique. Au mois de février 2016, dont nous approchons, la Commission électorale nationale indépendante prévoyait la tenue des élections locales, provinciales, sénatoriales pour le mois d'octobre, la présidentielle et les législatives au mois de novembre 2016. Les partis de l'opposition, l'UDPS, MLC et UNC, donc l'Union démocratique pour le progrès et progrès social, Mouvement de libération pour le Congo et Union des nations, je crois, pour le Congo, ont contesté ces calendriers, convaincus que les élections n'allaient pas se tenir dans les délais. Et tout cela conduit à des manifestations à Kinshasa. Pour une phrase de la nouvelle loi électorale qui stipulait « La liste électorale est actualisée en tenant compte de l'évolution des données démocratiques et de l'identification de la population ». La politique congolaise est entrée dans une spirale de violence par une manifestation le 19 janvier 2015. Encore une fois, c'est l'interprétation qui fut différente selon qu'on est de la majorité ou de l'opposition. Donc chaque fois qu'il y a une phrase, l'opposition le comprend à sa façon, la majorité présidentielle à sa façon, et il y a rupture. Pour éliminer les différentes interprétations, tout simplement, la phrase fatidique a été enlevée du texte. La masse populaire est descendue dans la rue, pas pour l'interprétation des politiciens, mais plutôt pour exprimer la colère face à la vie quotidienne très pénible, à la précarité de la vie, surtout pour les jeunes. Donc depuis 2015, la République démocratique du Congo continue sa marche lente et pénible jusqu'au dialogue qui n'a pas rassemblé tout le monde. Eden Kodjo, maintenant on a trouvé notre facilitateur. C'est un médiateur désigné par l'ONU et l'Union africaine. Juste avant le début du dialogue, il est déjà contesté par une partie de l'opposition. Et même pendant la préparation de ces dialogues, les violons ne s'accordaient pas du tout. Pour l'opposition, l'alternance prime sur les élections. Tandis que pour la majorité présidentielle, l'alternance n'est qu'une possible conséquence des élections. Donc vous voyez comment on voit les choses. Il y a souvent des accords sur certains points essentiels. Les phrases et les mots continuent à diviser. Maintenant, ce sont les évêques qui entrent en jeu parce qu'il n'y avait pas d'accord parmi les hommes politiques. Les évêques de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui avaient quitté la table des négociations, se lancent dans l'organisation des discussions directes entre les participants au dialogue de la Cité de l'Union africaine et les opposants qui n'y avaient pas pris part. La CENCO a réussi dans sa démarche à désamorcer l'explosion des violences
planifié par les opposants autour de la date de 19 décembre, dernier jour du mandat du président Joseph Kabila. À partir de ce moment, le dialogue devient interminable. Et sa signature par tous les politiciens pour l'adhésion reste incertaine jusqu'à ce jour. Les efforts fournis par les évêques de la 5 ans n'ont pas réussi à harmoniser toutes les divergences comme ils le souhaitaient. Mais ils espèrent encore trouver un compromis politique. La mort d'Étienne Tshisekedi, grande figure de l'opposition, vient de donner une trêve dans les concertations politiques. Et nous ne savons pas comment cela va continuer après. Je voudrais parler de l'implication des évêques. Je pense que quelques-uns parmi vous se demandent comment les évêques sont entrés dans cette négociation. D'abord, toutes les confessions religieuses font partie de la société civile et prennent toujours une part active dans toutes les discussions qui concernent la vie politique en RDC. Je vais vous retracer l'historique de l'implication de l'Église catholique dans la vie politique en RDC. Depuis la découverte du Congo, les Saint-Sièges avaient des relations privilégiées avec les royaumes du Congo au XVe siècle. Sous la papauté Léon X, le fils du roi chrétien devient le premier évêque noir en 1521. Le royaume Congo envoya un ambassadeur près le siège à la personne de Don Manuel Nevent. Plus tard, ce qui deviendra la République démocratique du Congo sera confirmé préfecture apostolique. Cette relation fut maintenue également sous le pape Pie XI. Le pape Jean XXIII avait érigé la nonciature apostolique en République démocratique du Congo plus ou moins 4 ans après l'indépendance, en 1963. Au lendemain de la conférence de Berlin, le roi Léopold II confia l'évangélisation de sa colonie aux seuls missionnaires belges. Bien que cette évangélisation se soit faite dans la violence psychologique, morale et physique, nos ancêtres avaient accueilli la bonne nouvelle. Les écoles, les établissements de bienfaisance ont permis aux laïcs congolais de collaborer avec les missionnaires belges. La vitalité des communautés chrétiennes a produit des prêtres religieux, des évêques et cardinaux. Très tôt, l'épiscopat congolais a pris son rôle d'éleveur dans la jeune république, par exemple, avec l'ouverture de l'université Lovanium en 1954, donc 6 ans avant l'indépendance. Pour être vraiment le sel de la lumière du monde, l'Église catholique s'est tournée également vers les femmes et hommes politiques et ont apporté une contribution significative au développement pour un décollage collectif de la population, ainsi que la pacification de notre pays. L'Église catholique a toujours travaillé de concert avec les autres confessions religieuses lorsque le pays est dans la tourmente de conflits et guerres. Par exemple, à la conférence nationale souveraine, c'est Monseigneur Mosengo qui était son président. Et il a participé à la convocation d'une consultation nationale. Après la signature de l'accord global, certaines institutions de la transition sont confiées aux hommes de Dieu. Monseigneur Marini Bodo de l'Église protestante comme président du Sénat. La commission électorale indépendante a été présidée par l'abbé Malou Malou. La commission Vérité et Réconciliation était présidée par Monseigneur Kouyendondo. Donc vous voyez le rôle que jouent les évêques dans la vie politique au Congo. L'Église catholique continue à fustiger le comportement des acteurs politiques. Malheureusement, à l'époque, une marche organisée à Kinshasa le 16 janvier 1992 a été réprimée par l'armée et le bilan était de plusieurs morts et blessés. Je ne peux clore ces chapitres sur l'Église catholique sans parler de l'ACAC, Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Les évêques ont toujours dénoncé toutes les situations désastreuses et inhumaines qui sévissent dans les Grands Lacs.
la conférence épiscopale du Rwanda, Urundi et RDC, 3 pays ex-colonies belges, étaient une force pour instaurer le dialogue, la concertation et la solidarité pour renforcer les chrétiens africains sur le plan culturel, social et spirituel. Les évêques du Rwanda, Burundi et Congo ont vraiment travaillé à la réconciliation des peuples de ces 3 pays pendant les guerres qui ont sévi de 1998 à 2003. Donc je termine là la longue marche de la transition. Si vous permettez, je vais continuer maintenant avec mon expérience dans la médiation et la pacification à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons parler de l'Ituri. Elle se situe au nord-est de la République. Elle partage ses frontières au nord par le Soudan, à l'est l'Ouganda. Et dans cette province, la répartition spéciale est de 21 tribus. Donc vous voyez comment, sur cet espace, il y a 21 tribus et qui forment une mosaïque de population et qui provoquent des problèmes de cohabitation pacifique. La province de l'Ituri est une région, comme toujours dans tout le Congo, avec de grandes potentialités par sa démographie, le trafic dans la circulation des personnes et des biens au-delà des frontières congolaises, favorisant ainsi un cycle infernal de pillages divers, particulièrement des minéraux, or, coltan, diamants, bois, etc. Et quand on parle de pillage des ressources du Congo, souvent nous nous sentons tous très loin, nous ne sommes pas concernés. Et c'est vrai. Quand on parle du coltan, le coltan, on dit toujours, c'est le minerai de sang. Parce que nous tous, nous avons des portables. Nous tous, nous avons des ordinateurs. Et c'est fait avec ces minéraux. Donc nous tous, nous devions nous impliquer dans la recherche de la paix dans ces régions. Et malheureusement, ces ressources ne suivent pas une voie normale d'exploitation, mais c'est la population qui est souvent déplacée, qui est tuée, afin que les multinationales puissent avoir accès à ces minéraux. Donc nous sommes tous concernés quelque part par les tueries et tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc dans l'est de la République du Congo, nous avons d'autres conflits aussi destructeurs. Et donc il y a beaucoup de conflits liés aux ressources naturelles et autres. Mais je vais épingler seulement 2, parce qu'on ne peut pas parler de tous les conflits, que je pense sont plus meurtriers et se trouvent partout dans le monde. C'est le genre de conflits qui mettent en présence des individus s'opposant à cause des éléments d'auto-affirmation et d'autonomie. Des rivalités où chaque parti veut à tout prix et par tous les moyens se légitimer par une auto-affirmation. Ce type de conflit souvent séculier, lié à l'instinct d'autoconservation et de survie, est le plus nocif pour moi. Par ailleurs, les affinités et la solidarité entre les membres d'une même ethnie ou d'un groupe quelconque créent une proximité tribale ou régionale de discrimination pour les autres peuples ou groupes de personnes. Ces 2 aspects de la violence ethnique sont réguliers dans l'est de la République du Congo, où souvent se déclenche un cycle de conflits aux conséquences incalculables, voire démesurées. Ces violences s'expriment de plusieurs manières et revêtent des formes diversifiées. On peut affirmer que les conflits identitaires sont la cause primordiale, sinon principale, des cycles de violence. Chaque individu, chaque groupe pense qu'il est légitime de se battre pour son identité et sa survie. Voilà ce qui pousse à l'extrême les personnes qui attaquent ou se défendent avec une violence excessive. Et les pays voisins, Ouganda et Rwanda, en ont profité pour alimenter les conflits pendant qu'ils pillaient les ressources naturelles. C'est dans ce contexte difficile que j'ai commencé mon expérience de médiation et de pacification. En 1998,
pendant la partition du pays, les guerres d'agression et l'éclatement des conflits interethniques avec une ramification régionale, nous travaillons loin des chemins battus, donc loin des caméras. Aujourd'hui, je ne peux produire aucune image pour dire voilà, je suis en négociation avec tel ou tel groupe. Parce que cela se faisait toujours très loin et souvent dans des sentiers et dans la forêt. Et donc, il n'y a aucune image de toutes les médiations que j'ai pratiquées. Et loin des chemins battus, comme je dis, risquant nos vies sur les lignes de front. Nous avions suivi, nous aussi à cette époque, les influences des accords de Luanda entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda et le 6 septembre 2002, prévoyant la mise en place d'une commission de pacification de l'Ituri parce qu'il n'y avait plus aucune institution qui fonctionnait. Et là, c'était sous l'égide de la mission de l'ONU. Donc, depuis 1960, la République démocratique du Congo est toujours sous la protection de la communauté internationale. Sur le terrain, le conflit ethnique avait atteint son point culminant avec des affrontements répétés entre milices Hema et combattants Lendu. Quand on parle de milices, ce sont des personnes qui sont militaires, mais comment je peux dire, comment est-ce qu'on dit ça? Ces militaires qui n'ont pas dans un ordre... Sans formation. Oui, sans formation, vous voulez dire, mais ils se disent militaires. Tandis que les combattants, là, ça, ce sont les communautés qui prennent les armes pour défendre leurs droits. Donc, ces deux milices Hema et combattants Lendu, il y a eu des affrontements, il y avait beaucoup de tueries, ils se battaient pour le contrôle d'une ville, d'une mine. Ils étaient appuyés par l'armée ougandaise. Tandis que des populations fuyaient, ceux qui restaient accusés d'un grave traumatisme, ils vivaient dans les camps de déplacés, encore une fois, sous la mission des Nations Unies au Congo. C'est dans ces chaos-là que j'ai été élue présidente de l'Assemblée spéciale intérimaire. Je fus ensuite députée de la transition pour le gouvernement afin de concrétiser des accords, parce qu'il y avait des accords tout azimut. Cette fois-ci, ce sont les accords qui se sont... un accord qui a été signé à Dar es Salaam entre le gouvernement à Dar es Salaam, entre le gouvernement et les groupes armés et milices de l'Ituri. Parce qu'à ce moment-là, l'Ituri n'était pas dans le giron national. Donc il y avait une balkanisation, l'Ituri était sous l'occupation ougandaise, qui est un pays voisin. Et même l'habit que je porte, on me l'a donné pour que je puisse aller à une médiation. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc j'avais fait mes valises parce que j'avais démissionné, je partais. Et puis la dame de la mission, la directrice de la mission de l'ONU à Bunia, qui vient me voir chez moi à la maison, elle dit Pétronille, si tu ne viens pas, eh bien demain c'est foutu. Je dis non, j'ai déjà fait mes valises, je ne peux pas les défaire. Et puis elle me dit bon, on a quand même besoin de toi. Je dis non. J'ai déjà fini, je pars. Elle me dit non, si tu n'as pas d'habit, n'ouvre pas ta valise, je vais chercher un habit pour toi, pour que tu viennes quand même. Et voilà ce qu'elle m'a donné. La dame est déjà décédée, paix à son âme. Et c'était une drôle de médiation. C'est-à-dire qu'il fallait seulement que je sois là. Je n'ai rien dit, et c'est ma présence seulement qui a fait qu'il n'y a pas eu les affrontements, il n'y a pas eu de tueries. Donc il y a des médiations, quand on a confiance dans les médiateurs, je crois que vous ne devez même pas parler. Le fait que vous êtes là, les gens ont confiance et les choses changent. Donc c'était une drôle de médiation, mais ça en était une, je crois. Alors, quelle est la mission qu'on m'avait donnée? Comme j'ai dit, je n'ai pas d'image, parce que c'était fait dans des conditions difficiles. Alors, la première mission qu'on m'avait donnée, c'était de faire des médiations pour la restauration de l'autorité de l'État.
avec les guerres, les rébellions, la domination ougandaise, il n'y avait plus aucune autorité, il n'y avait plus d'administration. Et la première mission, c'était ça, négocier avec les rebelles, avec les groupes armés, parce que chaque groupe armé, chaque milice avait sa parcelle d'autorité, là où ils ne partageaient pas, donc il n'y avait pas l'État, c'était ce groupe-là qui était l'État, qui faisait la loi. Donc je devais négocier avec tout ce groupe pour que l'Ituri redevienne le territoire congolais. Ça, c'était la première mission. Et après que je sois député, on m'a mis dans l'administration et j'étais commissaire des districts qui avait le pouvoir de gouverneur aujourd'hui. Et là, comme j'ai dit, négocier pour la restauration de l'autorité de l'État, consolider la démocratie parce que là, chacun était dans son coin, réhabiliter le système judiciaire parce que, comment on peut dire, il y avait la justice populaire et c'était les groupes armés qui étaient justiciers, donc ils décidaient n'importe comment et je devais ramener tout le monde pour qu'on puisse instaurer la justice de l'État. Et puis, je devais garantir les droits humains et les libertés fondamentales qui n'existaient plus. Parce que les droits humains étaient foulés aux pieds. Donc, il y avait des crimes de guerre. Donc, l'homme n'avait plus sa dignité, et surtout les femmes. Donc, je devais lutter pour qu'on puisse cesser les violations des droits des femmes, des enfants soldats. Et moi-même, je n'ai même pas de rapport parce que ça se faisait d'une façon bizarre quelquefois. Voilà comment je travaille dans cette médiation. Je pourrais l'éclaircir avec les questions qui viendront. Et alors aujourd'hui, la perspective d'avenir. Tout ce tableau est assez sombre. Eh bien moi, je crois à un avenir radieux pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une folie, j'y crois vraiment. Parce que la médiation qui s'est faite, qui continue à se faire, qui fait avancer quand même ce pays, peut-être pas à pas. On fait un pas, on recule de 10, mais je crois qu'un jour, il y a une conscience qui va se lever. Eh bien, la médiation est un art difficile et périlleux quand vous le faites. Sans aucun doute, chaque médiation est unique. Je n'ai pas fait 2 médiations qui étaient les mêmes. Ce n'est pas possible. Dans le cas de la République démocratique du Congo, ici à Ituri, la médiation, quelquefois, a été couplée par une action militaire. Cas de l'opération Artemis à Bunia ou le mandat de l'ONU sous le chapitre 10. Même l'ONU qui était sous le chapitre 6, donc qui ne pouvait pas utiliser les armes, on était obligé de renforcer leur chapitre pour qu'ils puissent utiliser les armes. C'est pour ça que je vous dis que moi j'étais sur le chemin battu. Pendant qu'on essayait de faire ça, ce n'était pas une médiation, on essayait d'imposer la paix d'un côté, moi j'essayais de l'obtenir par la médiation. Ce qui fait que je n'étais pas avec ceux qui utilisaient les armes, mais moi j'avais une autre voie. Ma réussite a toujours été loin de l'imposition de la paix, comme je viens de le dire avec les fusils, et d'une démocratie au bout du fusil. La pratique de la médiation a pris beaucoup d'importance comme moyen privilégié des règlements pacifiques des différends aujourd'hui. Il y en a même qui sont experts. Mais je crois que moi, quand j'avais commencé, j'avais aucune notion, ou une toute petite notion, mais c'est plutôt le cœur qui travaille. Quand vous y travaillez avec votre cœur, je crois que vous connaissez beaucoup de choses. Aujourd'hui, les conflits deviennent la réalité quotidienne de la vie moderne, pas seulement au Congo, mais un peu partout, en reflétant la dynamique des relations humaines et sociales. Raison pour laquelle nous devons avoir des acteurs capables d'influencer positivement leur environnement, et ça partout dans le monde.
qui soient des leaders de proximité, qui vivent avec les gens. La République démocratique du Congo a besoin d'un leadership qui a une vision entraînante, une capacité de communiquer cette vision d'une façon éloquente et claire, une aptitude à déléguer ce pouvoir, pas s'accaparer de pouvoir, mais à déléguer et de susciter la confiance. Le peuple congolais atteindra sa maturité à travers une sensibilisation permanente sur la connaissance de ses droits et de ses devoirs. L'éducation civique à tous les niveaux et à toute la population serait le catalyseur d'une conscience nationale. Donc moi je crois, peut-être que ce sera après nous, quand nous ne serons plus là, mais un jour la République démocratique du Congo sera un grand pays et un grand peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Petronille. C'était une histoire complexe et longue que vous avez réussi à rendre digérable, disons. On a beaucoup à digérer. Avant de passer aux questions et aux commentaires, on va laisser la parole à Denis pour complémenter la présentation. Merci, Molly. Vous m'entendez bien, j'espère. Je vais commencer ma présentation en contredisant Petronille à mes côtés sur le fait qu'elle disait qu'il n'y avait pas d'image sur le travail de négociation, de médiation qu'elle faisait. Alors oui, il existe des images et c'est comme ça que je l'ai vu pour la première fois dans un film qui s'appelle Le Prix de la paix, réalisé par Paul Cowan, produit par l'Office national du film et Arte France en 2005. Mais c'est exactement les événements dont elle a fait mention, ces problèmes, cette problématique, ces conflits importants entre les Hema et les Lendu. C'était aussi l'occasion de la visite d'une envoyée spéciale de l'ONU qui arrivait pour la première fois à Bunia pour prendre le pouls de la situation, mais également pour prendre conseil. Je dis deuxièmement pour prendre conseil parce que ça semblait un peu difficile. Voilà. Petronille n'a pas fait mention qu'elle est sans doute la seule femme au Congo qui a occupé le poste qu'elle a occupé depuis lors. Et je pense que ça va prendre un certain temps avant que cela se reproduise. Alors, elle a fait preuve non seulement de courage, mais aussi d'une compréhension très fine de la dynamique des groupes armés, ce qui lui valait le respect de presque tous les intervenants de ce conflit. Elle a dit, cet épisode a conduit à la création de la brigade de l'ONU pour l'Ituri après l'opération Artemis de l'Union européenne à laquelle le Canada avait participé. Pour une fois, le Canada a participé à quelque chose au Congo de très concret. On m'a suggéré de vous parler du contexte dans lequel les acteurs internationaux pourraient intervenir. Bon, je vous préviens tout de suite, mon intervention sera d'un autre niveau que celui de Mme Baweka. Sera moins analytique et plus informatif ou descriptif de la situation présente. Il n'aura pas du tout la même envergure. Voilà. Et je vais vous parler particulièrement du contexte dans lequel le Canada intervient, plus ou moins, on ne sait pas trop encore. Bon, mais avant de parler directement de ce que le Canada fait ou ne fait pas, j'aimerais revenir sur certains éléments du contexte congolais qui éclairent le soutien donné à la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui reçoit, disons-le, beaucoup de soutien de la part de la communauté internationale, du Vatican et de la population. Ces quelques éléments indiquent donc pourquoi ce soutien existe, mais également les risques encourus par l'échec probable, on ne le sait pas encore, de cette médiation. Je fais référence ici, et ça va vous surprendre, à un sondage effectué entre mai et décembre 2016 auprès de 7545 personnes au cours d'entrevues individuelles par le Bureau d'études, de recherche et de Consulting International, Bercy, de Kinshasa, donc une entreprise congolaise,
en association avec le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, fondé par Jason Stern. Bon, pour ceux qui le connaissent, vous savez qui c'est. Les résultats sont surprenants. C'est un très très long sondage qui a pris beaucoup de temps. Je vous expliquerai la méthodologie un peu plus tard. Le premier constat qui est frappant sur l'ensemble du territoire est celui-ci. Les répondants sont opposés à tout changement de la Constitution qui permettrait au président actuel de se représenter pour un troisième mandat dans une proportion de 81,4%. À Kinshasa, ce chiffre est de 88,3% contre tout changement de la Constitution, alors que dans toutes les autres provinces combinées, le chiffre tourne autour de 80%. Ce qui est énorme. Deuxième constat. La popularité du président Kabila et de la coalition des partis qui l'appuient a chuté depuis l'élection de 2011. Si les élections avaient eu lieu à ce moment-là, les résultats auraient été les suivants. 33% pour, vous ne serez pas surpris, pour Moïse Katumbi, 18% pour Étienne Tshisekedi, 7,8% pour le président Kabila et 7,5% pour Vital Kamerhe. La majorité des gens préfèrent les négociations comme moyen pour trouver une solution à l'impasse actuelle et ils voudraient que les partis d'opposition, tous les partis d'opposition, de même que la société civile, y participent. Seulement 46% des personnes interrogées affirment avoir confiance à la commission électorale indépendante. Cependant, 72% des gens diraient qu'ils iraient voter, même si c'était cette même commission qui organisait les élections. Parmi les questions, on a demandé si le droit des jeunes qui avaient protesté et qui ont été réprimés devait être protégé ou si cela pouvait créer des problèmes et déstabiliser le pays, s'ils devraient cesser leur protestation. Le droit de protester a été défendu par 57% des personnes interrogées, alors que seulement 16% ont pensé qu'il valait mieux qu'ils arrêtent les protestations. Et un peu plus, 6% des personnes sondées ont répondu qu'ils protesteraient elles-mêmes si les élections étaient remises. Ce chiffre monte à 9% si les élections étaient truquées, 22% si elles étaient à la fois remises et truquées, ce qui est un scénario prévisible. 22% d'une population de 70 millions, faites le compte. Et 58% des répondants ont déclaré qu'ils se sentaient uniquement congolais ou plus congolais que membres de leur groupe ethnique. Les analystes des résultats du sondage, autant congolais qu'américains ou d'autres, trouvent que la population congolaise, l'électorat congolais, démontre beaucoup d'intérêt pour la chose politique et une compréhension sophistiquée des problèmes politiques. De plus, ils affirment que ni le genre, ni l'éducation, ni le fait d'habiter la ville ou la campagne, ni la religion n'ont eu d'influence sur la plupart des réponses. Pour ce qui est de la différence entre citadins et campagnards, elle est de 1,6% seulement, bien dans les limites de la marge d'erreur. Selon Herbert Wise, professeur émérite de l'Université de New York et un observateur assidu de la situation du Congo depuis 1955, et je cite, « Il n'y a pas un seul pays au monde où la population rurale et celle des villes n'aient une opinion différente puisqu'ils ont des intérêts différents. Mais cette infime marge au Congo devrait être interprétée comme le reflet du succès de la création d'une identité nationale et aussi d'un vaste intérêt pour les affaires publiques, même chez les citoyens des zones rurales éloignées. Finalement, c'est un vrai soutien à la démocratie. » On peut se demander c'est quoi la crédibilité d'un sondage dans un pays où, par exemple, 9% des familles seulement ont un réseau électrique, sont branchées à un réseau électrique. Je parle un peu de la méthodologie, mais pas très longtemps. La méthodologie, donc, qui a été employée est celle utilisée dans les meilleures maisons de sondage aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Afrique. Plus de 7000 répondants, alors qu'aux États-Unis, un sondage de 300 personnes
est valable. Ou au Canada, 2000 personnes au maximum, et souvent sur des réponses électroniques, tandis que là, c'était des rencontres face à face. L'échantillonnage a touché toutes les provinces et les districts en proportion du nombre de leurs habitants. L'entreprise congolaise, Bercy, est reconnue par la Banque mondiale, le gouvernement des États-Unis, plusieurs ONG internationales et certains partis politiques congolais. Pour ceux qui se poseraient la question et qui connaissent bien la situation, Bercy a été fondé par Olivier Kamitatou, qui est un grand supporter de Moïse Katumbi. Cependant, depuis 17 ans, il a coupé tout lien avec Bercy. Donc, on peut considérer les résultats comme étant probants. Pour moi, ce rappel d'une partie des résultats du sondage national est intéressant sur 5 aspects. La population tient au respect de la Constitution au-delà des appartenances politiques, régionales ou ethniques. Elle préfère les négociations inclusives à tout autre moyen pour régler les différends, d'où le soutien à l'initiative de la conférence épiscopale. Elle reste attachée au droit de manifester malgré la répression des marches de protestation depuis 2 ans. Une portion significative se dit prête à manifester si des élections étaient reportées, truquées, ce qui pourrait arriver. Ces résultats devraient donner confiance aux évêques dans leur démarche, mais aussi devraient faire peur à la classe politique au pouvoir qui travaille depuis au moins 2 ans à trafiquer la Constitution et à organiser le glissement vers un 3e mandat pour le président Kabila. Il est certain que la grande majorité des politiciens au pouvoir craint le verdict populaire des élections. Ils se souviennent certainement qu'aux dernières élections en 2011, moins de 10% des représentants de l'Assemblée nationale qui s'étaient représentés avaient été réélus. Tous les autres ont été sanctionnés. J'aimerais ajouter brièvement un autre élément du contexte congolais dans lequel s'exerce ce difficile travail de médiation des évêques. Il s'agit d'un projet d'éducation civique et électorale proposé par l'organisme Développement et Paix à la conférence épiscopale qui a débuté il y a 1 an pour une durée de 4 ans. Ce projet est financé par la coopération canadienne. Il s'agit d'une grande opération d'éducation populaire aux enjeux de la démocratie, du processus électoral, de la non-violence et qui s'appuie sur les structures diocésaines de tout le pays et qui est coordonné par un comité formé de 6 évêques. Je vous donne quelques données. 10 031 animateurs et animatrices de proximité ont été identifiés, formés et outillés. Jusqu'à présent, ils ou elles ont tenu 166 300 séances locales d'animation et de réflexion sur la situation dans tous les coins du pays. Plus de 4 millions de Congolais et de Congolaises ont participé à ces séances locales près de chez eux. 80 stations de radio diffusent partout dans le pays, dans les langues nationales, un feuilleton qui amène les gens à réfléchir sur leur propre situation, sur l'engagement citoyen, la violence et les réponses possibles à cette violence et sur les risques de la passivité citoyenne. Au départ, certains évêques doutaient du projet car il n'est prévu aucun salaire pour ces 10 000 animateurs et animatrices, sinon une allocation de 20 $ par mois pour les activités. Cependant, le défi de trouver ces 10 000 personnes qui voudraient travailler presque bénévolement pour la démocratisation de leur pays a facilement été relevé, ce qui indique également la volonté d'implication pour changer les choses au sein de la population. Pour terminer cette section, je dirais que la grande majorité de la population tient au respect de la Constitution, notamment au principe de l'alternance et que la classe politique au pouvoir s'est disqualifiée à ses yeux par ses manœuvres pour y rester. Cela constitue l'élément premier du contexte dans lequel la communauté internationale devait travailler. J'en viens au contexte canadien. Et là, je vais faire appel à votre attention particulière. Le premier constat est certainement que le Canada, comme d'autres pays de la communauté internationale, a pris ses distances du Congo depuis les premières élections de 2006. Jusque-là, le Canada avait joué un rôle non négligeable. Il était membre, entre autres, du Comité international d'accompagnement de la transition, le CIAT, qui avait suivi l'ensemble du processus du dialogue intercongolais jusqu'aux élections.
Et il participait très activement au processus de suivi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui rassemble 9 pays de la région. Par la présence, il envoyait régulièrement des envoyés spéciaux depuis 1997. Pour le Canada, le Congo est peu à peu passé d'un statut de pays de concentration à caractère régional, donc d'une importance régionale, à un statut de pays de seconde importance. Plusieurs raisons expliquent ce changement. Arrivé, on s'en souvient tous, en 2006, le gouvernement conservateur du premier ministre Harper a changé ses priorités pour l'Afrique. Il a voulu privilégier d'abord et seulement les pays où diplomatie et affaires ou économie allaient de pair. L'Éthiopie, la Tanzanie, le Mali et même le Burkina Faso ont pris les devants par rapport au Congo parce que les affaires y étaient plus faciles et plus avantageuses, notamment pour les entreprises minières. Si vous le permettez, je voudrais vous donner un exemple qui semble avoir marqué en partie l'éloignement diplomatique du Canada vis-à-vis du Congo, mais aussi une certaine défiance du gouvernement de Kinshasa vis-à-vis du Canada. Il s'agit du litige au sujet de l'expropriation de First Quantum Minerals, dont les démêlés ont été rapportés dans les médias économiques et politiques parce que le gouvernement du Canada est intervenu publiquement et énergiquement pour défendre l'entreprise. Pour rappel, First Quantum est connu parce qu'un membre de son conseil d'administration était, je ne sais pas s'il l'est toujours, Joe Clark. L'ancien premier ministre, Joe Clark, faisait partie de First Quantum. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à 2 reprises pour discuter de First Quantum, ce qu'il n'a jamais voulu aborder. Voilà. En 1998, la compagnie avait signé 2 ententes avec la Gécamine pour l'exploitation de 4 sites de résidus de minerais de cuivre autour de Kolwezi, au Katanga. Après la fin de la guerre, elle a investi 430 millions dans le projet Frontier, qui devait débuter sa production en 2010. Mais à la fin de 2009, ses permis furent révoqués par le gouvernement qui l'accusait d'avoir créé une succursale congolaise de manière frauduleuse. First Quantum se retourna vers les tribunaux congolais pour se défendre et jusqu'à la Cour suprême où elle fut déboutée. Elle fit appel alors à un tribunal d'arbitration commerciale internationale à Paris. Mais la dispute se court. First Quantum obtint en 2012 une compensation de 1,250 milliard de dollars américains de la dernière entreprise qui avait repris les permis, Eurasian Natural Resources Corporation. Pendant la querelle, le gouvernement canadien a fait pression sur le gouvernement congolais pour que First Quantum recouvre ses droits en usant de grands moyens diplomatiques et économiques. Il a tenté d'inscrire à l'ordre du jour de la rencontre du G20 de Toronto, en juin 2010, pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous vous en souviendrez, le différend entre First Quantum et le Congo. Vous imaginez le Canada qui veut mettre ça à l'ordre du jour d'une réunion du G20. Il a fait la même chose au Club de Paris, où le Congo avait une dette importante, alors qu'on discutait de la réduction ou de l'abandon de la dette. Et il a fait la même chose auprès du Fonds monétaire international. Des représentants politiques du Canada se sont rendus sur place, de même que Hillary Clinton et le président de la Banque mondiale d'alors, Robert Zoellick, ont fait également le déplacement pour, soi-disant, raisonner Kabila. En effet, la Banque mondiale avait des intérêts économiques dans ce contrat car la Société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale, était parmi les actionnaires. À l'époque, je dis nous, de la table de concertation dont l'entraide faisait partie, avions dénoncé ce procédé comme abusif. Mettre en balance les intérêts d'une compagnie et la dette d'un pays endetté nous semblait non seulement disproportionné, mais immoral. Sans suite. Mais en réalité, que s'était-il passé? C'est pour ça que je raconte ça, parce qu'on vient de le savoir. Et moi, ça m'a chicoté pendant ces 6 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et ça vous donne
je crois, ça va vous donner le contexte de la gouvernance congolaise actuelle et l'état des gens qui sont au pouvoir. Tout juste après l'expropriation, les permis de First Quantum furent vendus pour 60 millions de dollars à un mystérieux conglomérat, le groupe iWind, enregistré aux îles Vierges, qui de fait appartenait à Dan Gertler. Dan Gertler est bien connu au Congo. Très rapidement, à l'arrivée du père Kabila, il s'est présenté. Dan Gertler est un Israélien d'une famille de diamantaires très importante et très riche. Il est donc arrivé pour voir le président Kabila pour négocier quelque chose en l'échange d'un monopole sur le commerce, sur l'extraction du diamant, ce qu'il a obtenu pendant 5 ou 6 ans. Mais rapidement, il est devenu l'ami très intime du fils Joseph Kabila. Voilà. Et il est toujours dans le décor. Voilà. Donc, Dan Gertler, bien connu au Congo comme un ami très proche du président Kabila, ainsi de son conseiller, Feu Katumba Mwenke, qui gérait la fortune personnelle de la famille Kabila. Dan Gertler, qui avait obtenu donc ses permis pour 60 millions, vendit la moitié des parts à Eurasian Natural Resources Corporation pour 175 millions. Pourtant, la valeur totale des concessions obtenues approchait le $1 milliard, ce qui inquiéta autant un groupe comme Global Witness que la compagnie même qui avait payé 175 millions, qui entreprit qui déposa une plainte en Grande-Bretagne pour ce qui la compagnie croyait qu'il y avait eu corruption. Il n'y a pas eu de suite à l'époque, pas de suite immédiatement. C'est venu un peu plus tard. Mais pourquoi le gouvernement concédait à un si bas prix de telles concessions? Sans entrer dans les détails, le gouvernement congolais avait résilié les contrats de First Quantum pour répondre à une requête personnelle de Dan Gertler, qui à ce moment, en 2009, après la crise financière de 2008, était dans l'embarras pour garantir un prêt qu'il avait contracté auprès de l'entreprise Africa Management Limited pour un autre projet minier en RDC à Kansuki. Africa Management Limited avait été fondé en 2008 par le héros anti-apartheid Tokyo Sexual, d'autres hommes d'affaires sud-africains et le fonds spéculatif américain dont la valeur en bourse est de 40 milliards, Hochschild Capital Management. Ne retenez pas ça. Ça va être un peu compliqué. Comment connaissons-nous le détail de ces transactions qui, normalement, restent complètement secrètes? 2 sources, les Panama Papers, mais surtout, en décembre 2016, donc il y a quelques mois, un tribunal américain appliquant la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger condamna Zif, qui avait été mêlé à l'affaire de First Quantum, mais à d'autres également, comme celle d'une autre Canadienne, Africo Resources. Zif a été condamné à une amende de 413 millions de dollars pour corruption en Libye, en Guinée, au Tchad, au Niger et en RDC. En RDC, les documents présentés au procès font état de 100 millions de dollars donnés aux autorités congolaises pour obtenir diverses faveurs, dont 23 millions 500 000 directement à Katumba Mwenke et 10 750 000 au président Kabila entre 2008 et 2012. Je termine sur ce premier cas. Autre cas célèbre, vous ferez remarquer que c'est... Bon, non, pas tout de suite. Autre cas célèbre, Eric Joyce, parlementaire britannique, dénonçait fin 2011 un manque à gagner de 5 milliards 500 millions de dollars pour la République démocratique du Congo suite à la vente à moindre coût d'actifs miniers à des entreprises installées dans les îles Vierges britanniques qui appartenaient également à des consortiums où était Dan Gertler. Celui-ci les revendit avec grand bénéfice.
Et dernièrement, en mai dernier, donc l'an passé, l'américaine Freeport-McMoRan annonçait la revente via un holding immatriculé aux Bermudes de son méga-projet Tenke Fungurume Mining à China Molybdenum pour 2 650 millions de dollars, sans en avertir le gouvernement congolais ni la GECAMIN, qui pourtant était détenteur de 20% du projet. Tenke Fungurume, pour ceux qui l'ignorent, est considéré comme le plus important gisement de cuivre en Afrique. Certains membres du gouvernement congolais affirmèrent que la vente était illégale et que la compagnie serait poursuivie. Mais discrètement, le premier ministre Matata Ponyo ne s'était pas objecté à la transaction. La compagnie canadienne Lundin, qui était la première propriétaire de cette grande concession, qui avait 24% des parts, voulait également se départir de sa participation. Le tout a été réglé à l'amiable dernièrement pour un montant dont la somme n'a pas été révélée, versé au gouvernement par Freeport-McMoRan. Le petit lien que je voulais faire, c'est ceci se produit avant les élections, la préparation des élections, et ce que le parlementaire britannique dénonçait se passait exactement avant les élections de 2011. Pour certains, il y a un lien à faire. Je ferme ici cette longue parenthèse par 3 remarques. Par ces pratiques, le gouvernement congolais s'est discrédité auprès des Congolais. Il s'agit ici de centaines de millions en versements de corruption et de milliards de revenus perdus pour le pays. Il faut rappeler que le budget du gouvernement du Congo pour 2017 est de 4 milliards 700 millions, l'équivalent du budget de la ville de Montréal. Deuxième élément considéré, l'argent est un élément essentiel, sinon principal, pour assurer la cohésion des politiciens au pouvoir. Et il y en a beaucoup, des politiciens et de l'argent. Troisième point, les grandes entreprises minières qui ne sont pas réputées pour leur grand respect des droits commencent à quitter le Congo. Pas commencent, mais quittent le Congo tant l'ambiance est exécrable. Voilà. Je reviens au Canada, si vous le permettez. Le Canada n'est donc pas prêt à jouer un rôle particulièrement actif dans la période actuelle. Ses engagements sont très limités. 2 millions pour les élections, non attribuées encore, on attend toujours le calendrier. La possibilité de soutenir financièrement la commission de suivi des accords, 6 commissions de suivi il y a, un soutien ponctuel à l'intervention des évêques, si elle continue. Bon. En août 2016, le gouvernement annonçait la création du programme pour la stabilisation et les opérations de paix. Vous vous souvenez? Dont ferait partie des casques bleus canadiens. On avait espéré que ces casques bleus seraient envoyés au Congo, puis au Mali. Mais la décision semble suspendue, comme Justin Trudeau l'a annoncé la semaine dernière. Et la raison est bien simple. Il semble bien qu'on attend les décisions ou l'orientation du gouvernement américain. Vous avez vu hier dans les journaux, la représentante américaine aux Nations Unies dit « il y a trop de casques bleus ». Voilà. Pour nous encourager. Je dois souligner l'initiative personnelle de certains parlementaires. Ainsi, M. Lightbound, député fédéral de Lévis, à titre de président du groupe parlementaire d'amitié Canada-RDC, de même que la vice-présidente de ce groupe, la députée d'Ottawa-Ouest Nipéan, Mme Anita Vandenbelt, ont déposé à la Chambre des communes une motion le 19 décembre 2016 pour dénoncer les violences en RDC. Ce groupe parlementaire, Amitié Canada-RDC, a été formé récemment et a pour but de rendre plus présente la situation congolaise auprès des parlementaires. Parmi les actions que le groupe pourrait entreprendre, il faudrait sans doute lui suggérer de dresser une liste d'interdictions de visa pour le Canada, de gel des avoirs également, de personnalités congolaises responsables de la répression des manifestations et d'autres violations des droits. Je termine ici.
En terminant, j'aimerais rappeler que le courage et la résistance de la population congolaise réclament notre soutien, malgré le découragement et le défaitisme que l'on ressent souvent au Canada, qui pousse à l'oubli, ou pire, à l'indifférence devant le véritable combat pour la démocratie qui se déroule actuellement au Congo. Merci. Merci beaucoup, Denis. Ça suscite beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, mais comme j'avais dit, on aimerait prendre une petite pause avant de continuer. Ça vous donne le temps de se lever, bouger un peu. On va prendre juste 10 minutes. On revient à 9 heures pour une période de questions. Merci.